Tout de suite, le journal. De vous retrouver pour un nouveau journal sur votre chaîne Bravo Télévision. Voici les sommaires. À Paris, la conférence pour la paix dans le Grand Lac s'est ouverte sous la coprésidence du président de la République démocratique du Congo et du président togolais Gnassingbé, avec pour priorité la crise humanitaire en République démocratique du Congo. Et pendant ces temps, en Ituri, des avancées majeures sont signalées dans la construction de l'aéroport de Bunia qui est attendu pour 2026. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je l'ai dit au titre de l'actualité, la conférence des soutiens à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs s'est ouverte ce jeudi à Paris, co-présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les présidents togolais Fouassir et Gnassingbé, dont le pays est médiateur de l'Union africaine. Dans la crise de l'Est de la République démocratique du Congo, la conférence de Paris a mobilisé 1,5 milliard d'euros pour la région du Grand Lac. Organisée par la France, cette rencontre vise principalement à mobiliser la communauté internationale face à l'urgence humanitaire persistante en République démocratique du Congo et à soutenir immédiatement la diplomatie en cours, notamment à Washington et à Doha. Une cinquantaine de pays et d'organisations internationales sont attendus, bien que les présidents rwandais, ougandais et burundais soient absents. L'objet est pour d'objectifs et d'engagement international plus forts, notamment sur la dimension humanitaire et le respect dans les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Revenons à Kinshasa au niveau de la Chambre haute du Parlement qui a voté à l'unanimité la prorogation de l'état de siège en vigueur dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, réunis au Palais du Peuple. La Chambre haute du Parlement qui est présidée par le président Jean-Michel Sama Lukonde, relayé par le ministre de la Justice. Cette prorogation est officiellement justifiée par la persistance de la rwandaise et l'occupation illégale dans certaines zones à l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, j'ai l'honneur et le devoir républicain de soumettre à votre auguste assemblée pour examen et adoption le projet de loi autorisant la prorogation d'état de siège sur une partie du territoire national, celle qu'adoptée par le Conseil des ministres lors de sa réunion du vendredi 24 octobre 2025. L'Est de notre pays demeure le théâtre d'une guerre d'agression et d'une occupation illégale menée par le Rwanda et ses supplétifs, AFC Bar M23, auxquels se greffent plusieurs groupes armés locaux et étrangers s'aimant la mort et désolation dans les problèmes de l'Ituri et du Nord Kivu. Face à cette agression persistante, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, garant de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, a par ordonnance numéro 25/015 du 3 mai 2021 proclamé l'état du siège dans ces deux provinces en application des articles 85, 144 et 145 de la Constitution. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, malgré les avancées enregistrées sur le terrain, l'objectif de pacification totale n'est pas encore atteint. L'ennemi se réorganise, multiplie les provocations et persiste dans son entreprise de déstabilisation. Dans ces contextes, la prorogation de l'état de siège s'impose comme une mesure de nécessité nationale et de légitime défense.
Conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, cette prorogation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du Parlement saisi par le chef d'État après délibération du Conseil des ministres. Et puis la plénière au niveau de l'Assemblée nationale, présidée par le professeur Isaac Jacques-Claude Tshilombaye Moussaou, a validé le mercredi 29 octobre 2025 le mandat des 6 suppléants qui deviennent ainsi députés nationaux. En outre, les élus du peuple ont approuvé la prorogation de l'état des sièges au Nord Kivu et à Ituri pour un vote très majoritaire. Suivez cet élément. La plénière de ce mercredi 29 octobre a été marquée par des décisions majeures. La prorogation de l'état des sièges et la validation des pouvoirs des 6 nouveaux élus. Présidé par le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombaye Moussaou, président AI de la Chambre basse, la plénière a d'abord porté sur le projet de loi autorisant la nouvelle prorogation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Ce projet de loi, déjà adopté au Sénat en première lecture, a été présenté article par article par le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, conformément à la tradition. À l'article 144, alinéa 5 de la Constitution. Étant donné que la paix recherchée n'est à ce jour pas encore rétablie, en ce que la situation sécuritaire à l'est du pays demeure préoccupante, il est d'une impérieuse nécessité de permettre aux forces de défense et de sécurité de la République de poursuivre sans désemparer des opérations militaires afin de neutraliser complètement les forces négatives qui déstabilisent cette partie du territoire national et d'autoriser par voie de conséquences la prorogation de l'état de siège pour une nouvelle durée de 15 jours. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Article 3. La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation. Après délibération, le projet a été très largement adopté. Sur les 345 députés ayant pris part au vote, 334 ont voté pour, 10 ont voté contre et une seule abstention. Il n'y a pas d'amendement. Nous pouvons recevoir le projet qui sont pour, contre, abstention. Merci. Le projet de loi est reçu. Dans un second temps, l'Assemblée plénière a procédé à l'examen et à l'adoption du rapport de la Commission politique administrative et juridique, PAJ en sigle. Ces rapports concernaient la vérification et la validation des mandats des suppléants appelés à siéger. Les rapports de la PAJ a abouti à la validation des 6 suppléants qui obtiennent ainsi la qualité des députés nationaux. La commission avait initialement reçu 7 dossiers de candidature, mais un seul a été recalé pour manque de pièces justificatives. La séance a été l'occasion pour plusieurs élus de soumettre diverses motions d'information sur les préoccupations nationales. Et puis une nouvelle en bref, le président plutôt de l'Assemblée provinciale du Congo, André Massala, a démissionné de ses fonctions mercredi 29 octobre, quelques heures avant l'examen d'une pétition les visant. Dans sa lettre, ce dernier a justifié son départ en affirmant que l'intérêt de la province et la stabilité des institutions valent plus que sa personnalité. Cette démission intervient dans un contexte de profonde instabilité institutionnelle au Congo, marqué par une série de pétitions et des motions de défiance visant les bureaux. Et puis autre chose dans ce journal, en marge de la première édition du climat, la professeure Marie Nyangwe Ndambo, ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, a tenu une réunion stratégique mercredi 29 octobre avec les 26 provinciaux en charge de l'environnement. Suivez. Pour une fois, les communautés autochtones du pays viennent d'être valorisées.
la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyange Ndambo, a rencontré le 26 ministres provinciaux en charge de l'environnement en vue de dynamiser la collaboration tant au niveau national que provincial. Elle leur a présenté ces projets cruciaux, la forêt Sénou. Qui sont sous ma tutelle, de travailler directement avec les coordinations provinciales et les ministères provinciaux. C'est très important de garder cette coordination-là de manière à ce que nos actions soient efficaces. On ne peut pas travailler dans le secteur de l'environnement sans impliquer tout le monde. Parce que quand on va en province, les ministres provinciaux doivent être informés. Ils doivent assurer le suivi des actions que nous menons sur terrain. Alors, si ils ne sont pas informés, comment est-ce que nous allons assurer l'efficacité de ce que nous faisons? Donc, je viens là vraiment refaire les liens directs qui doivent exister entre l'administration au niveau des provinces et les ministères provinciaux. Prenant la parole, les représentants du caucus, le ministre provincial du Kasaï central et celle du province Owele, ont salué l'initiative et plaident en faveur des originaux. Je dois avouer que nous sommes vraiment touchés par le fait que la ministre était vraiment sensible à tout ce que nous avons soulevé comme difficultés. Elle s'est montrée ouverte à adresser les difficultés que nous avons. Elle a déjà proposé certaines pistes de solutions sur place, mais je pense que les discussions vont continuer pour voir de quelle manière on peut améliorer la collaboration entre les ministères provinciaux et les services décentralisés qui sont les... Notre grande surprise, ce qui m'a plus touchée, c'est d'abord que Madame la ministre, malgré ses occupations, elle a eu le temps d'écouter le 26 provinces. Donc elle a laissé le temps à chaque province de s'exprimer par rapport à ses besoins et à ses difficultés. Ça nous a permis de donner... Madame la ministre peut dormir aujourd'hui, elle a dans sa tête les difficultés, les avantages des 26 provinces. C'est déjà un atout pour elle. Engagée au développement de provinces, la ministre réaffirme la détermination du gouvernement à accompagner les initiatives locales visant à protéger l'environnement. Vous le savez certainement, la première édition de la Semaine nationale du climat a été ouverte à Kinshasa. Ce cadre de concertation est piloté par la ministre de l'Environnement, Marie Nyange Ndambo, qui a mobilisé plusieurs acteurs et les communautés locales. Objectif principal est double: renforcer la gouvernance environnementale et encourager la mobilisation des fonds nécessaires à la gestion durable des forêts en République démocratique du Congo. C'est un élément de Combrine Boyembola. La stratégie, c'est la transparence dans la mise en œuvre. Quand je dis transparence dans la mise en œuvre, autour de l'unité de mise en œuvre, ce qui est envisagé, c'est faire asseoir toutes les parties prenantes pour que chaque partie prenante apporte sa contribution. Ça, c'est de 1. De 2, nous voulons nous baser dans le cadre de ce programme, dont le gouvernement va se baser sur la contribution des communautés locales à la base. D'où ces communautés-là. Aujourd'hui, nos forêts sont détruites. Qui détruit les forêts? Ce sont nos propres communautés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas informés sur les enjeux. Mais aujourd'hui, avec la structuration des communautés en communautés locales de développement, si nous arrivons, si le gouvernement atteint cet objectif-là, d'avoir des CLD partout à travers la République et de rendre ces CLD opérationnels. La RDC aujourd'hui n'a plus rien à prouver au monde qu'elle est pratiquement au centre de l'équilibre climatique mondial. Et c'est que de par tout ce qu'elle dispose comme ressources, elle devrait avoir une stratégie qui est tout à fait cohérente, je me fais répéter, tout à fait cohérente, une stratégie qui est assez mature. Pourquoi? Parce que quel intérêt la RDC aurait à pouvoir assurer la préservation de l'équilibre de par ses ressources et de l'équilibre climatique mondial si elle-même, elle a besoin de se nourrir, elle a besoin de faire ceci ou cela. Là, nous sommes très très contents du fait que c'est un problème qui nous concerne.
c'est nous qui sommes ciblés. Alors, tout ce que nous pouvons demander, c'est que réellement que nous soyons les premiers souscrivants. Souvent, les programmes viennent comme ça, et il reste un peu programme. Mais Autre chose à présent, la ministre a procédé à l'hôtel Rotana au lancement officiel de l'état des lieux du système de protection de l'enfant en République démocratique du Congo. Ces programmes étalent sur la période de 2022 en 2027 et mis en œuvre par le Bureau international des droits de l'enfant avec l'appui financier du gouvernement canadien via les affaires mondiales du Canada. C'est un reportage signé par Mike Manday. Cet état de lieu s'inscrit dans une dynamique d'auto-évaluation du gouvernement au regard de ses engagements en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant. Aux côtés du Bureau international des droits des enfants, le gouvernement, par le biais du ministère du genre, famille et enfants, rassure sur les efforts déjà consentis dans le secteur social au bénéfice de l'enfant congolais. Cet événement n'est pas simplement un lancement, c'est un moment de bilan, de vérité et d'engagement collectif pour chacun de nous, gouvernement, société civile, partenaires techniques et financiers, autour d'un objectif commun à rapport avec la promotion et la protection des droits de l'enfant qui est une réalité concrète et non un idéal lointain. Notre pays, la RDC, fait face à des défis multiples en matière de protection de l'enfant. Pourtant, la RDC n'est pas restée inactive. Sous l'impulsion de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, première ministre chef du gouvernement, les efforts constants sont menés pour renforcer la gouvernance dans le secteur social, en plaçant les terrains supérieurs de l'enfant au centre public. Pour la ministre Micheline Ombaye, une étape importante vient d'être franchie avec la prévalidation de la politique nationale de l'enfant en RDC. Un signe d'engagement, selon elle, vers des réformes concrètes. Dans cette dynamique, le ministère du genre, famille et enfants a récemment franchi une étape majeure avec le lancement, le 6 octobre dernier, des travaux de prévalidation de la politique nationale de l'enfant en République démocratique du Congo. Cet engagement traduit la volonté du gouvernement de doter le pays d'un cadre de référence actualisé, cohérent et conforme aux standards internationaux afin de garantir à chaque enfant congolais les droits de vivre, de se développer et d'être protégé contre toutes les formes d'abus ou d'exploitation. Avec le bien-être de l'enfant placé au cœur des politiques publiques, des recommandations ont été formulées afin de garantir à chaque enfant congolais un avenir sûr, protecteur et porteur d'avenir. Et en clôturant sa mission d'itinérance de 3 jours au Congo central, le ministre délégué à la Défense en charge des anciens combattants, Eliezer Tambwe Poshi, a appelé au dialogue pour la récupération du patrimoine de vétérans entre Banzangongo et Kasangulu. Le ministre a privilégié l'apaisement face au conflit foncier tout en réaffirmant la suprématie de la loi dans ces processus. Juvenal Lundissa. La dernière journée marathon a débuté au territoire de Banzangongo, bien après les honneurs reçus à la sortie de la ville de Matadi et une très longue distance parcourue à bord de son cortège. Au bureau du district des Cataractes à Banzangongo, le ministre délégué Eliezer Tambwe a reçu toutes les explications sur les fonctionnements et les difficultés rencontrées par les administratifs des anciens combattants. Avant de quitter Banzangongo, le ministre a visité les ronds-points forces publiques, ces monuments historiques érigés en l'honneur des anciens combattants est un véritable symbole de la lutte glorieuse menée par ces derniers. Au village Ikisi, l'infatigable ministre délégué a également visité le bureau des anciens combattants en état de délabrement avancé. Une partie de la parcelle est spoliée par le service d'hygiène du ministère de la Santé.
Le cortège de l'excellence Eliezer Tambwe a ensuite pris la direction des Kassangoulou, l'un des territoires du Congo central. La présence du ministre délégué dans ces lieux, à côté duquel est érigée une école de formation des policiers, n'était pas anodine. Ce vaste lotissement doux appartient aux anciens combattants depuis plusieurs années. Très attentif aux explications, le ministre délégué à la Défense nationale a mis en exergue la force de la loi pour la récupération de cette concession. C'est rassurant de l'appui du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement souminois II, le ministre délégué à la Défense nationale a vanté la force de la loi. Bon, je ne sais pas s'il y aura résistance parce que, comme vous savez, c'est une décision qui a été prise lors du Conseil de ministres présidé par le président de la République, les commandants suprêmes des forces des armées de la République démocratique du Congo et les magistrats suprêmes. Donc cela étant, je ne vois pas qui va résister et pourquoi il va résister. Ce périple a ainsi permis au ministre délégué Eliezer Tambwe Mposhi de clarifier la situation sur le patrimoine des anciens combattants au Congo central. Des mesures concrètes seront bientôt annoncées pour leur récupération. Province à une autre, le directeur de l'aviation civile en mission à Ituri a confirmé des avancées significatives dans la construction de l'aéroport de Bunia. Les projets qui respectent les normes internationaux devront être achevés d'ici début 2026. Ces développements marquent un progrès notable tant sur le plan sécuritaire que sur le plan des développements de la province, même sous état de siège. Suivez. L'évolution des travaux de modernisation de l'aéroport de Bunia marche au pas des géants, a confirmé le directeur de l'aviation civile, M. Joseph Kabombo, en mission d'évaluation de ces grands chantiers qui sortent de terre au chef-lieu de l'Ituri. Accompagné du directeur général du Mogabaon, Joseph Elia Kilimali, et du bureau d'études suisse Interplan, il a présenté au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kashamadjouni, les rapports préliminaires de sa mission en Ituri. Nous sommes une autorité de régulation. Nous sommes là pour appliquer les normes et les exigences en matière de l'aviation civile. Nous sommes venus évaluer les travaux par rapport aux normes. Parce que c'est comme je l'ai dit, aujourd'hui l'aéroport va prendre beaucoup d'ampleur, ça va aller à 2500 mètres de longueur avec 45 mètres de largeur. Donc les gens ne se rendent pas compte de ce que ça sera demain. Donc il faudrait que nous accompagnions la mission, le constructeur, pour que demain l'aéroport soit fait aux normes, de telle sorte que un jour ça peut demander à certifier pour que ça soit déjà bien au point par rapport aux normes. Ces projets vont considérablement booster l'Ituri sur le plan socio-économique, a martelé le M. Joseph Kabombo, qui appelle la population à les soutenir. Je suis convaincu que d'ici début 2026, la population de Bunia sera très contente avec l'œuvre qui est en train d'être faite pour l'instant. La stabilité sécuritaire imposée en cette période de l'état de siège en Ituri par les forces armées sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamadjouni a permis au président de la République, Félix Tshisekedi, de matérialiser ses promesses en faveur de la population iturienne à travers le projet des 145 territoires, les projets d'asphaltage de la voirie urbaine, d'électricité, des modernisations des infrastructures routières qui ont connu un franc succès dans cette partie du pays. Et de l'autre côté du fleuve Congo, le président congolais Denis Sassou Nguesso s'implique personnellement dans la traque de gangs communément appelée Bébé Noir à Brazzaville. L'opération menée par la sécurité présidentielle suscite de vives inquiétudes au sein de la société civile face au risque de dérive sur terrain. C'est un élément de TV5 Monde. La Direction générale de la sécurité présidentielle a-t-elle commis une bavure en tuant de jeunes délinquants dits bébés noirs plutôt que de les remettre à la justice? Interrogé sur ce sujet ce dimanche à Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso assume ouvertement ses actes. Il s'agit selon lui du seul moyen pour faire revenir la paix dans le pays. J'ai ordonné qu'elle intervienne aussi. Nous ne pouvons pas laisser
pareille situation se développer dans nos villes et même à l'intérieur. Ce ne sera pas possible. Une déclaration choquante pour les familles touchées. Narcisse Ngasaki a vu son fils mourir sous ses yeux. Les forces de l'ordre lui ont tiré dessus sans mandat ni interpellation. On l'a arrêté là-bas, chez eux là-bas. Ils ont amené seulement l'enfant ici, même moi-même, je ne m'attendais même pas. Je ne savais même pas que c'était mon fils, on a tué devant moi. J'ai dit aux gens, on a mis, moi là, maintenant, là vous êtes assis là, on amène le corps ici. Papa bosse à la moitié. À partir de là, j'ai vu. C'est lui. Exécution sommaire, logement endommagé. Des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux montrent les dégâts causés par la DGSP. Ces exactions sont en contradiction non seulement avec la constitution du pays, mais aussi avec des conventions que le pays a volontairement ratifiées, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Il s'agit là des actes constitutifs des crimes contre l'humanité et c'est pourquoi nous continuons à réclamer l'arrêt immédiat de ces expéditions criminelles. Le Centre d'action pour le développement a déjà enregistré une vingtaine de morts lors d'opérations de la DGSP qui ont commencé fin septembre. Mais selon de nombreux signalements, le bilan humain dépasserait la centaine de victimes. Si vous venez de nous prendre en cours de diffusion, sachez qu'à Paris, la conférence pour la paix dans la région de Grand Lac s'est ouverte sous la co-présidence du président Félix Tshisekedi et Gnassingbé avec pour objectif principal la crise humanitaire en République démocratique du Congo. Et pendant ces temps, en Ituri, des avancées majeures ont été signalées dans la construction de l'aéroport d'Ebunia attendu pour 2026. Vous avez suivi un reportage dans ce journal. Fin de cette édition. Merci à Fidèle et Zénia d'avoir assuré la chefferie de cette édition. On va se retrouver la semaine prochaine. Vini Bekoli vous retrouvera demain. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez-nous toujours fidèles.